Elle avait mis quelque chose dans mon verre. C'était ça, les mots. Sortis de la bouche d'une gamine de 7 ans, sans abri. Ses yeux bruns, la panique au fond, sauvage. Des fringues en lambeaux. Une enfant qui venait de se faufiler à travers la sécurité de ce restaurant de luxe, le plus secret de tout Marseille, juste pour me dire, à moi, Julien, chef de famille, une seule phrase. J'avais 30 secondes avant que Sophie revienne des toilettes, et j'ai choisi de faire confiance à cet inconnu. Quand les 2 verres de vin ont été échangés, sans un bruit, personne n'aurait pu imaginer que cette décision allait changer 3 vies pour toujours. Tu m'as trahi. C'était pas une question, juste un fait, froid comme le marbre sous nos pieds. J'ai regardé Sophie, les mains liées, le visage sale de larmes et de poudre. C'était là, juste devant moi, le reflet de ma plus grande erreur. Ce mensonge qu'elle hurlait, « Je t'aimais, Julien, je t'aimais vraiment ». Ça résonnait dans le hall de ma villa comme une obscénité. Les cris s'étaient étouffés derrière la porte de l'ascenseur de service. Pierre l'avait emmené, ses 2 hommes à ses côtés. Sans douceur, vous vous en doutez. Elle s'est effondrée. Mon regard s'est posé sur la table, là où tout s'était joué. Le verre brisé par terre, les restes d'un dîner gâché, la bougie renversée dans une flaque de cire. Et cette petite boîte en velours, toujours dans ma poche, brûlante. J'avais failli y croire. Croire à quoi, d'ailleurs? À une foutue promesse d'avenir, c'est ça? Je me suis forcé à l'ignorer. Je suis sorti sur le balcon, l'air frais de la nuit de Marseille, qui me cinglait le visage, sans même que je le sente vraiment. La ville scintillait en dessous, des millions de lumières, froides, belles, indifférentes. Exactement comme je pensais être. Mais quelque chose venait de se fissurer en moi. Et ce n'était pas le verre brisé. Putain, comment j'en étais arrivé là, au juste? 1 mois plus tôt, je crois. C'était un mardi? Ou peut-être un mercredi? Non, attendez, c'était bien avant. Disons, il y a 2 heures, quand ma vie était encore cette forteresse, cette putain de façade que j'avais bâtie à coupe de sang et de feuilles. Ma villa Castellano, aux confins de la ville, elle se dressait là, sombre et impénétrable. Ses grilles en fer forgé gardées par des hommes qui avaient tué et qui tueraient encore sans hésitation. Des ombres silencieuses. À l'intérieur, j'étais devant le miroir de ma chambre, ajustant le col de ma chemise Armani, le geste précis d'un homme qui contrôle chaque détail de son existence. À 37 ans, j'étais ce type de personne qui impose le respect sans même ouvrir la bouche. 1,85 m, les épaules larges qui remplissaient parfaitement ce costume noir sur mesure. Mes cheveux sombres commençaient à grisonner aux tempes, un signe prématuré qui avait commencé la nuit où mon père était mort. Mes yeux étaient de la couleur des orages d'hiver, gris et froids, capables de faire détourner le regard des hommes les plus endurcis. Une cicatrice légère parcourait ma mâchoire gauche, le rappel silencieux de la nuit où j'avais conquis mon trône dans le sang. Je me regardais dans la glace, mais mon esprit s'échappait. Il y a 27 ans, ma mère m'avait bordé en me promettant d'être là quand je me réveillerais. Elle n'est jamais revenue. Un accident de voiture, m'ont-ils dit. J'avais 10 ans et j'ai appris que les promesses, ça ne vaut rien. 15 ans plus tard, mon père, le grand Antonio, avait été trahi par son propre conciliaire, un homme qui avait partagé notre pain pendant 20 ans. J'avais retrouvé son corps, dans cette même maison, 3 balles dans la poitrine, les yeux encore ouverts de surprise. J'avais 25 ans et j'ai appris que la confiance est un luxe que les faibles ne peuvent pas se permettre. 12 ans plus tard, je régnais sur l'Empire Castellano d'une main de fer. Mon organisation contrôlait la moitié des affaires souterraines de Marseille, drogue, armes, jeux, protection. Les politiciens me craignaient, la police m'évitait, les familles rivales me respectaient ou disparaissaient. Ma philosophie était simple, ne faire confiance à personne, tout contrôler, et ne jamais laisser les émotions brouiller le jugement. Les sentiments étaient des faiblesses, les attachements,
des chaînes. J'avais bâti des murs autour de mon cœur si haut que j'en avais oublié ce qui se cachait derrière. Et pourtant, ce soir-là, c'était différent. J'ai fouillé ma poche et j'en ai sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur, une bague en diamant. Pas une bague de fiançailles, je me suis répété. Juste une promesse. 18 mois avec Sophie. Et pour la première fois en plus de 10 ans, je m'étais autorisé à imaginer quelque chose au-delà de la simple survie. Quelque chose qui ressemblait presque à un avenir. Un coup à la porte m'a tiré de mes pensées. Entrez. Pierre Ricci est apparu. 45 ans. Pierre était avec la famille Castellano avant même ma naissance. C'était la chose la plus proche d'une famille que j'avais maintenant. Loyal, affûté et brutalement honnête. La voiture est prête, patron. Pierre a marqué une pause, son visage buriné, plissé d'inquiétude. Mais je dois dire quelque chose d'abord. Alors dis, Michel Dubois bouge. Mes sources disent qu'il prépare quelque chose de gros. Peut-être ce soir, peut-être la semaine prochaine. Mais quelque chose se prépare, Michel Dubois. Ce nom seul suffisait à assombrir mon humeur. Le Russe tournait autour du territoire Castellano depuis des années, attendant d'une feuille dans l'armure. Ce soir, ce n'est pas pour les affaires, ai-je dit, remettant la boîte dans ma poche. Ce soir, c'est pour Sophie. La mâchoire de Pierre s'est serrée. Patron, avec tout le respect que je vous dois, j'ai dit, pas ce soir. Ma voix est tombée à ce ton dangereusement calme qui faisait réfléchir les hommes à 2 fois avant de parler. 18 mois, Pierre. Elle a fait ses preuves. Pierre n'a rien dit, mais ses yeux en disaient long. Après 20 ans, il savait qu'il ne fallait pas argumenter quand ma décision était prise. Il a simplement hoché la tête et s'est écarté. J'ai traversé la villa, passé les sols de marbre qui résonnaient de vide, passé les tableaux inestimables que personne ne s'arrêtait pour admirer, passé les gardes qui se tenaient comme des statues à chaque coin. Cette maison valait des dizaines de millions, remplie des plus belles choses que l'argent puisse acheter. Et c'était l'endroit le plus solitaire sur Terre. Je me suis arrêté devant la porte d'entrée, jetant un regard à l'escalier monumental où mon père se tenait autrefois. Ne fais confiance à personne, m'avait-il enseigné. Je t'ai fait confiance, moi, et regarde où ça t'a mené, ai-je pensé. Je suis monté dans la voiture qui m'attendait, la boîte de velours pressée contre ma poitrine, comme une question à laquelle je n'étais pas prêt à répondre. Ce soir, j'allais prendre un risque. Ce soir, je m'autorisais à croire que peut-être, juste peut-être, une seule personne dans ce monde pouvait être digne de confiance. J'ignorais à quel point je me trompais. Et je ne savais pas que le salut viendrait non pas de la femme que je comptais honorer, mais d'une gamine affamée de 7 ans que je n'avais jamais rencontrée. Quelques heures plus tôt, le Saphir Noir occupait le penthouse de l'immeuble le plus exclusif de Marseille, un restaurant si privé qu'il n'apparaissait sur aucune carte. Si tu ne savais pas qu'il existait, c'est que tu n'étais pas censé y être. J'étais assis dans un recoin isolé, enveloppé d'ombre et de lumière vacillante de bougies. Des baies vitrées du sol au plafond révélaient la silhouette scintillante de la ville en contrebas. Une bouteille de Château Margaux 1996 attendait dans un seau à glace argenté. Les verres en cristal scintillaient. Tout était parfait. Puis Sophie est arrivée. Elle est sortie de l'ascenseur privé dans une robe de soie noire qui épousait sa silhouette comme un murmure. Ses cheveux dorés cascadaient sur ses épaules nues, captant la lumière des bougies à chaque mouvement. Ses yeux verts, de la couleur des feuilles de printemps, ont croisé les miens à travers la pièce, et ses lèvres ont esquissé ce sourire que j'en étais venu à désirer. À 32 ans, Sophie possédait une beauté qui faisait oublier leur nom aux hommes. Mais ce qui m'avait attiré, ce n'était pas son apparence. Les belles femmes se jetaient constamment sur le pouvoir. C'était son intelligence, son esprit, la façon dont elle me défiait sans peur. Du moins, c'est ce que je croyais. On s'était rencontrés il y a 18 mois lors d'un gala de charité. Elle avait renversé du champagne sur mon costume et avait ri,
proposant de payer le nettoyage à sec avec son maigre salaire. J'avais été intrigué, puis captivé. Ce que j'ignorais, c'est que rien n'était accidentel dans cette rencontre. Le gala était soigneusement choisi. Le champagne renversé, répété. Sophie avait été placée par Michel Dubois lui-même. « Tu es éblouissante », lui ai-je dit quand elle s'est assise. « Et vous, vous avez l'air d'un homme qui a des secrets », a-t-elle répondu, son sourire parfait. Le dîner s'est déroulé magnifiquement. Des huîtres, du bœuf wagyu, un risotto à la truffe. On a parlé de vacances et de projets. Le rire coulait facilement, mais j'ai remarqué des choses. Les yeux de Sophie ont jeté 2 fois en 10 minutes un coup d'œil à sa montre. Son rire venait une demi-seconde trop tard. Ses doigts tapotaient la table avec anxiété. Elle est nerveuse à l'idée de ce que je pourrais lui offrir ce soir, me suis-je dit, ignorant mes instincts. Quand le serveur s'est approché pour le dessert, Sophie a parlé la première. « Un gâteau au chocolat fondant, s'il vous plaît. » C'est son préféré. J'ai marqué une pause. Je ne me souvenais pas de lui avoir déjà dit ça. Je mangeais rarement des desserts de toute façon. Comment le sait-elle? Mais Sophie a tendu la main vers la mienne, sa chaleur dissipant mes doutes. « J'ai un cadeau spécial pour vous plus tard, » a-t-elle murmuré. « Faites-moi confiance, je dois aller me rafraîchir. » Elle m'a embrassé la joue, son parfum de jasmin persistant. « Ne vous ennuyez pas trop. » Je l'ai regardé s'éloigner. La boîte en velours pesait lourd dans ma poche. Quelque part dans mon esprit, une sonnette d'alarme a retenti. Je l'ai ignorée. J'ignorais qu'en bas, dans la cuisine, une enfant affamée écoutait un coup de fil qui allait me sauver la vie. Au même moment, dans l'allée derrière le saphir noir, alors que les verres en cristal s'entrechoquaient dans le penthouse au-dessus, un monde différent existait 40 étages plus bas. L'allée empestait la nourriture pourrie et les choses oubliées. Des bennes à ordures s'alignaient dans le passage étroit comme des géants endormis. Leur contenu était le seul trésor qui importait à Marie, 7 ans. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Ses petites mains, sales, tremblantes, fouillaient les sacs poubelles, cherchant n'importe quoi de comestible. Un bout de pain à moitié mangé, de la laitue fanée, les restes grattés du steak de quelqu'un. Marie était petite pour son âge, si maigre que ses clavicules saillissaient comme des ailes sous une peau de papier. Ses cheveux bruns étaient coupés courts et inégaux. Elle les avait coupés elle-même avec des ciseaux volés, parce que les cheveux longs attiraient une attention qu'elle ne pouvait pas se permettre. Un sweat à capuche gris trop grand engloutissait sa petite silhouette, son tissu rigide de saleté et de vieilles taches qu'elle essayait de ne pas se souvenir. Ses pieds étaient nus. Elle avait perdu ses chaussures 3 semaines plus tôt, en fuyant d'un homme qui voulait, soi-disant, l'aider. Sur son avant-bras droit, caché sous la manche qu'elle gardait toujours baissée, se trouvait une cicatrice de brûlure en forme de cigarette, un cadeau des gens qui l'avaient acheté. « N'y pense pas », s'est-elle dit. « Trouve juste de la nourriture. » Mais parfois, les souvenirs revenaient quand même. Sa mère, Sarah, avec ses yeux creux et ses mains tremblantes, ayant toujours besoin de plus de poudre, de plus de pilules, de plus de tout ce qui faisait taire les démons. Les coups quand Marie pleurait trop fort la nuit où 2 hommes sont venus avec de l'argent, et sa mère l'a poussée vers eux sans un regard en arrière. Elle avait 5 ans. 8 mois dans un sous-sol sombre avaient suivi, d'autres enfants pleurant dans l'obscurité. De la nourriture jetée sur eux comme s'ils étaient des animaux. Des hommes aux mains froides et aux yeux plus froids encore. Puis l'accident, la camionnette de transport qui s'était écrasée, le verre brisé, et Marie qui avait rampé par une fenêtre cassée dans la nuit. C'était il y a 18 mois. Elle survivait seule depuis. Ce soir-là, la faim l'avait poussée vers l'entrée de service du Saphir Noir. Les restaurants chics jetaient de la bonne nourriture. Elle l'avait appris. La porte de la cuisine était entr'ouverte, un cuisinier prenant une pause cigarette. Marie s'était glissée à l'intérieur comme un fantôme, se cachant derrière des caisses empilées près de l'arrière-boutique.
Elle tendait la main vers un panier à pain jeté quand elle a entendu la voix. Une femme parlant doucement au téléphone, se tenant dans le couloir juste derrière. La poudre est dans son verre. 10 minutes après qu'il ait bu. C'est fait. Oui. Michel sera content. Mon. Marie s'est figée. Poudre. Elle connaissait ce mot. La poudre avait transformé sa mère en monstre. La poudre l'avait achetée et vendue comme de la viande. La femme a continué. Julien ne se doutera de rien. D'ici minuit, vous aurez tout. Marie ne comprenait pas tous les mots, mais elle en comprenait assez. Quelqu'un allait faire du mal à un homme avec de la poudre. Ce soir-là, chaque instinct lui criait de courir, de disparaître, de survivre comme elle l'avait toujours fait. Ce n'était pas son problème. Elle n'était personne, juste un fantôme dans les ombres. Mais la voix de sa mère résonnait d'un passé lointain avant que les drogues ne consument tout. Si tu peux empêcher quelqu'un de souffrir, ma chérie, tu dois essayer. C'est ce que font les bonnes personnes. Sa mère avait oublié ces mots. Marie, jamais. Elle a regardé vers l'ascenseur de service. L'homme à l'étage allait mourir si elle ne faisait rien. Ce n'est pas mon problème, pensa-t-elle. Mais ses pieds bougeaient déjà. L'ascenseur de service était sa seule chance. Marie a observé derrière les caisses de rangement le personnel de cuisine passer en courant, portant des plateaux d'argent et des verres en cristal. Les portes de l'ascenseur s'ouvraient et se fermaient, reliant au monde d'en haut, un monde qu'elle n'avait jamais vu, jamais imaginé. Un serveur a chargé un chariot de dessert et est entré. Avant que les portes ne se ferment, Marie s'est glissée derrière lui, se pressant dans le coin, cachée par des nappes blanches drapées sur le chariot. Le serveur ne l'a pas remarqué. Il regardait son téléphone. 40 étages. Marie les a comptés un par un, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau en cage. « Qu'est-ce que tu fais ?» criait d'une voix dans sa tête. « Tu vas te faire pendre. Tu vas te faire mal. Cours. Cache-toi. Survis. » Mais elle pensait à la poudre, aux mains tremblantes de sa mère, à l'homme à l'étage qui ne savait pas qu'il allait mourir. L'ascenseur s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes. Le serveur a poussé le chariot en avant. Et Marie est restée figée jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin. Puis elle est sortie et a oublié comment respirer. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Des lustres en cristal répandaient des arcs en ciel sur les sols de marbre. Des bougies vacillaient sur des tables recouvertes de soie blanche. Le plafond s'étirait si haut qu'il semblait toucher le ciel. Tout scintillait. Tout brillait. C'était terrifiant. Les pieds nus de Marie laissaient des traces sales sur le sol immaculé, alors qu'elle avançait, cherchant. Ses yeux ont scanné la pièce jusqu'à ce qu'elle le trouve, l'homme du coup de fil de la femme. Il était assis seul dans un recoin ombragé, regardant 2 verres de vin sur la table. Des cheveux sombres avec du gris aux tempes, un visage sculpté dans la pierre, des yeux comme des orages d'hiver. Il avait l'air du genre d'homme qui pourrait l'écraser d'une seule main. « Cours !» hurlait un de ses instincts. « C'est du suicide !» Mais elle courait déjà. « Hé, arrêtez !» Un garde l'a repéré, un géant en costume noir, tendant le bras vers elle. Marie s'est baissée, s'est faufilée, a continué de courir. L'homme à la table a levé les yeux, leurs regards se sont croisés, et Marie a vu quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Derrière le gris froid, derrière le pouvoir et le danger, elle a vu de la solitude, la même solitude qu'elle voyait dans son propre reflet. Elle a atteint sa table juste au moment où un autre garde se jetait sur elle. Elle a mis quelque chose dans votre verre. Les mots ont explosé de sa poitrine. La femme. Elle a mis de la poudre dedans. Le visage de Julien n'a rien montré, mais sa main qui tendait vers le verre de vin s'est arrêtée en l'air. Le garde a attrapé le bras de Marie, la tirant en arrière. « Désolé, monsieur Julien, une gamine des rues s'est faufilée par la cuisine. Je vais m'en occuper. »« De la poudre !» a crié Marie, se débattant contre la prise. Elle parlait au téléphone. Elle a dit un nom, Michel. Elle a dit que Michel serait content. La main du garde s'est resserrée.
L'expression de Julien n'a pas changé, mais ses yeux, si. Quelque chose a vacillé dans ses profondeurs gris orageux. Quelque chose de vif. Quelque chose de dangereux. Monsieur, je la retire immédiatement. Attendez, un mot. Silencieux comme un murmure. Lourd comme une condamnation à mort. Le garde s'est figé. Julien a fixé Marie. Ses vêtements sales, ses pieds nus, ses joues creuses. La peur sauvage dans ses yeux bruns, qui ne correspondait en quelque sorte pas au courage dans sa voix. « Pourquoi » a-t-il demandé. « Pourquoi me prévenir » Marie n'a pas compris la question. Il n'y avait pas le temps de comprendre. « Échangez les verres » a-t-elle murmuré, la voix brisée. « Avant qu'elle ne revienne, s'il vous plaît. » Le garde l'a tirée, la soulevant du sol. « Faites-la sortir maintenant. » Marie a donné des coups de pied et s'est tordue, mais elle avait 7 ans et ne pesait rien. Le garde l'a emportée vers les escaliers. La dernière chose qu'elle a vue, c'était Julien, toujours immobile, fixant les 2 verres de vin devant lui. « J'ai essayé, pensa-t-elle alors que l'obscurité l'engloutissait. J'ai essayé. Elle ne savait pas s'il la croirait. Elle ne savait pas si elle venait de sauver une vie ou de gaspiller les derniers moments de la sienne. Mais alors que la porte de l'escalier claquait derrière elle et que le garde la jetait vers la sortie du service, Marie a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle avait fait la bonne chose. Quoi qu'il arrive ensuite, c'était suffisant. 30 secondes. C'est tout ce que j'avais avant le retour de Sophie. Je suis resté figé, fixant les 2 verres de vin devant moi. Les mots de l'enfant résonnaient dans mon crâne comme des coups de feu. Elle a mis quelque chose dans votre verre. Michel Dubois d'un côté. Sophie. 18 mois de rire, de chaleur, de quelque chose qui se rapprochait dangereusement de l'amour. La femme en qui j'avais choisi de faire confiance. La bague dans ma poche. De l'autre côté, une enfant des rues sans nom, sale, affamée. 30 secondes de mots frénétiques de quelqu'un qui n'avait aucune raison de m'aider et toutes les raisons de s'enfuir. La logique disait d'ignorer. Une gamine des Russes qui s'introduit dans un restaurant. Probablement folle. Probablement à la recherche d'argent. Probablement menteuse. Mais ses yeux bruns ne mentent pas. Je connaissais les menteurs. J'avais bâti un empire en lisant les gens, en voyant à travers les masques et ne faisant confiance à personne. Et dans le regard terrifié de cet enfant, j'avais vu quelque chose que je ne reconnaissais presque plus. La vérité. Le visage de mon père a traversé mon esprit. Antonio Castellano souriant à son concilière la veille. 3 balles ont mis fin à sa vie. 20 ans de loyauté. 20 ans de confiance. Tout cela n'était qu'un mensonge. Je savais que quelque chose n'allait pas, ai-je pensé. Je l'ai senti et je l'ai ignoré. J'ai regardé le verre de vin de Sophie, puis le mien. Le gâteau au chocolat fondant qu'elle avait commandé. Mon préféré que je n'avais jamais mentionné. Ses regards nerveux vers l'horloge. Ses sourires trop parfaits. Michel Dubois sera contente. 20 secondes restantes. Ma main a bougé avant que mon esprit ne me rattrape. Lentement, silencieusement, j'ai échangé les verres. Mon vin devant sa place, le sien devant la mienne. Fait. Mon cœur battait la chamade. Mon visage ne montrait rien. 15 secondes. J'ai entendu ses pas s'approcher. Le doux cliquetis de ses talons sur le marbre. « Je t'ai manqué ?» Sophie s'est glissée sur sa chaise, ses yeux verts pétillants d'une chaleur répétée. Elle m'a regardé, la tête penchée. « Ça va? » Tu as l'air tendu. Je me suis forcé à détendre mes épaules. Je pensais juste à ton cadeau. Mon cadeau? Plus tard. Sophie a souri, tellement mystérieux. Le serveur est arrivé avec le dessert. 2 gâteaux au chocolat fondant, parfaitement identiques. Sophie a ignoré le sien. Au lieu de cela, elle a soulevé son verre de vin. « À nous », a-t-elle dit doucement. « Aux 18 mois de quelque chose que je n'aurais jamais cru trouver. » J'ai levé mon verre. « Si je me trompe, ai-je pensé, je m'excuserai demain. Si j'ai raison, à nous, ai-je répété.
Leurs verres se sont touchés dans un tintement cristallin. Sophie a bu profondément, vidant la moitié de son verre d'un geste élégant. J'ai porté le bord à mes lèvres. Le vin a touché ma bouche. Je l'ai goûté, mais je n'ai pas avalé. Quand le verre s'est abaissé, je souriais et j'observais. Le dîner a continué comme si rien ne s'était passé. J'ai coupé mon gâteau au chocolat fondant, laissant le chocolat chaud couler sur l'assiette. J'ai pris une bouchée, mâché lentement, souri à la femme en face de moi. Mais mes yeux n'ont jamais cessé d'observer. Chaque clignement, chaque souffle, chaque micro-expression qui traversait le visage parfait de Sophie. 5 minutes. La fourchette de Sophie s'est arrêtée en l'air. Une fine couche de sueur brillait sur son front. Elle a posé sa fourchette, cherchant sa serviette. « Il fait chaud ici? » Elle a tamponné sa tempe, riant légèrement. « Ou c'est juste moi? »« Le vin, peut-être, ai-je dit. » Ma voix ne révélait rien. 7 minutes. Sa main tremblait alors qu'elle cherchait son verre d'eau. Le cristal lui a glissé des doigts, s'écrasant sur la table, envoyant de l'eau glacée cascader sur la nappe blanche. Je suis tellement désolé, sa voix s'est brisée. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'ai pas bougé pour l'aider. J'ai simplement regardé, mes yeux gris froids comme l'acier d'hiver. Le serveur s'est précipité. Je l'ai congédié d'un geste de la main. 10 minutes, Sophie a essayé de se lever. Ses jambes ont fléchi sous elle comme des allumettes brisées. Elle s'est agrippée au bord de la table, renversant la bougie, et s'est effondrée sur le sol de marbre. « Au secours !» a crié un serveur. « Que quelqu'un appelle les secours !» Ma voix a traversé le chaos comme une lame. Tout le monde s'est figé. Je me suis levé lentement, délibérément, et j'ai contourné la table. Mes pas ont résonné dans le silence soudain. Je me suis accroupi à côté de Sophie, étudiant son visage comme un scientifique étudie une expérience ratée. Ses yeux verts, autrefois si séducteurs, étaient écarquillés de terreur. De l'écume mouchetée au coin de ses lèvres, son corps convulsait alors que le poison qu'elle m'avait destiné déchirait ses propres veines. « Toi, a-t-elle haleté. Tu as échangé. Comment as-tu? » Quelqu'un me l'a dit. Ma voix était de glace. Une enfant. Une petite fille sans abri et affamée qui n'avait rien à gagner et tout à perdre. Elle a été plus honnête en 30 secondes que tu ne l'as été en 18 mois. La main de Sophie s'est agrippée à ma manche. « S'il te plaît de l'antidote, Julien, je peux expliquer. » « Tu expliqueras tout. » Je me suis penché plus près. Mon murmure ne s'adressait qu'à elle, mais pas à moi. À Pierre. Comme invoqué par son nom, Pierre Richy est apparu de l'ombre, flanqué de 2 hommes au visage de Pierre. « Patron !» Je me suis levé, redressant ma veste. « Emmenez-la, ne la laissez pas mourir tout de suite. Je dois savoir combien de rats Michel a planté dans ma maison. » Pierre a hoché la tête. Ces hommes ont soulevé le corps tremblant de Sophie comme une poupée de chiffon, la traînant vers l'ascenseur de service. « Julien !» a-t-elle hurlé, sa voix se brisant en sanglots. « Je t'aimais vraiment. » Les portes de l'ascenseur se sont refermées, engloutissant ses mensonges. Je suis resté seul dans le coin ravagé. L'eau renversée dégoulinait de la table. Une bougie gisait éteinte dans une flaque de cire. La bague en diamant pressait contre ma poitrine comme une blessure. J'ai fouillé ma poche et j'en ai sorti la boîte de velours. 18 mois, j'avais failli y croire. J'ai posé la boîte sur la table et je suis parti sans un regard en arrière. Derrière moi, les lumières de la ville scintillaient à travers la fenêtre. Froide, belle, indifférente, juste comme moi. Stop, 2 secondes. Je dois faire une pause ici. Franchement, quand je repense à tout ça, cette situation avec Sophie, la gamine, c'était absurde. Qui aurait cru à une enfant? Moi, l'homme qui n'avait jamais fait confiance à personne, qui avait tout vu. Et pourtant, cette gamine, avec ses yeux de biche effrayés, elle m'avait touché d'une manière que personne n'avait jamais réussi à faire. Mon père disait toujours que les sentiments sont une faiblesse. Ma mère,
Si seulement elle avait vécu pour m'apprendre la différence entre la faiblesse et ce qui est juste. Mais elle était partie trop tôt. Cette petite créature, elle avait brisé toutes mes règles, toutes mes certitudes. Je m'étais tellement enfermé dans ma bulle de pouvoir et de méfiance que j'avais failli rater ce signal évident. C'est fou, vous ne trouvez pas? Qu'un boss de la mafia comme moi qui gère des millions soit sauvé par une gamine qui n'avait rien. Personne n'aurait parié un centime là-dessus. C'est ça qui est dingue avec la vie. Les choses les plus importantes, elles viennent souvent des endroits les plus inattendus, de ceux qu'on regarde à peine. Bref, retour à l'histoire. Il fallait que je la retrouve. Le balcon du penthouse offrait une vue imprenable sur Marseille. J'y suis resté seul, les mains agrippées à la balustrade froide en acier, fixant la mer de lumières en contrebas. Des millions de personnes, des millions de vies, et quelque part parmi elles, une gamine affamée qui m'avait sauvé la vie. Le vent nocturne traversait ma veste, mais je ne le sentais pas. Mon esprit était ailleurs, rejouant le moment encore et encore. Ses yeux bruns, sauvages de peur, mais brûlants de détermination. Cette petite voix, tremblante mais décidée, elle a mis quelque chose dans votre verre. Pourquoi? La question me rongeait comme un rat dans les murs. La gamine n'avait rien à gagner. Elle ne me connaissait pas, ne me devait rien. Dans son monde, un monde de survie où chacun est pour soi, prévenir un inconnu, c'était du suicide. Elle aurait pu être tuée. Elle aurait pu être ignorée. Elle aurait pu partir et me laisser mourir. Et personne n'aurait jamais su. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a tout risqué pour un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. J'avais vécu 37 ans. J'avais commandé des armées, détruit des ennemis, bâti un empire de sang et de cendres. Pendant tout ce temps, j'avais appris une vérité par-dessus toutes les autres. Tout le monde voulait quelque chose. La loyauté pouvait être achetée. L'amour pouvait être simulé. La confiance était une arme utilisée par les idiots contre eux-mêmes. Et pourtant, une petite fille de 7 ans aux pieds nus et aux joues creuses avait brisé cette vérité en 30 secondes. Pour la première fois depuis 12 ans, je sentais quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Ça pesait lourd dans ma poitrine, inconfortable et étrange. Une dette, ai-je réalisé. Je lui devais quelque chose. La pensée aurait dû m'irriter. Les dettes étaient des chaînes. Les obligations étaient des faiblesses. J'avais passé toute ma vie à ne devoir rien à personne. Mais celle-ci était différente. Je voulais rembourser cette dette. Non pas parce que je devais, mais parce que quelque chose en moi en avait besoin. Pierre. Mon lieutenant est apparu en quelques secondes, silencieux comme une ombre. La gamine qui est venue tout à l'heure. Retrouvez-la. Pierre a hésité. Patron, ce n'était qu'une gamine des rues, probablement loin d'ici maintenant. Alors fouillez chaque kilomètre. J'ai tourné et Pierre a vu dans mes yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Elle m'a sauvé la vie ce soir. Une inconnue, une enfant. Elle n'a rien demandé. Pierre a attendu. Retrouvez-la ce soir. Je me fiche de devoir retourner chaque benne à ordures de Marseille. Et quand nous la trouverons, j'ai regardé la ville. Quelque part là-dehors, une petite fille tremblait dans l'obscurité, seule et affamée, pensant probablement que son avertissement avait été ignoré. Amenez-la-moi! Pierre a hoché la tête et a disparu. Je suis resté sur le balcon, le vent tirant mes cheveux, les lumières de Marseille clignotant comme des étoiles terrestres. Qui es-tu, petite, ai-je pensé? Et pourquoi as-tu tenu à quelqu'un comme moi? Je n'avais pas de réponse, mais pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, Julien voulait les trouver. Il était 3 heures du matin quand l'appel de Pierre est arrivé, 2 heures après le début des recherches. On l'a trouvé 2 pâtés de maison du restaurant derrière une benne à ordures. Une pause. Patron, elle n'a que la peau sur les os, à peine consciente. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Amenez-la ici, à la villa. Ai-je bégayé? 20 minutes plus tard, un SUV noir a franchi les grilles de fer de mon domaine. Pierre est sorti le premier,
puis a tendu la main à l'intérieur. Il a soulevé Marie comme si elle ne pesait rien, car c'était le cas. L'enfant pendait inerte dans ses bras, tremblant violemment malgré la couverture qui l'enveloppait. Ses lèvres étaient bleues. Ses pieds nus étaient coupés et saignaient. Le sweat à capuche trop grand était trempé par la pluie qui avait commencé 1 heure plus tôt. Elle ressemblait plus à un cadavre qu'à un enfant. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, regardant Pierre la porter à l'intérieur. Le grand hall s'étendait derrière moi. Soles de marbre, lustres en cristal, tableaux valant plus que ce que la plupart des gens gagnaient dans une vie. Un instant, les yeux de Marie se sont entr'ouverts. Elle a d'abord vu le lustre, puis l'escalier, s'élevant comme quelque chose tiré d'un cauchemar. Puis les hommes en costume noir le long des murs, et elle a crié. « Non !» Le son a déchiré sa gorge, brute, primale, terrifiée. Elle s'est débattue dans les bras de Pierre avec une force soudaine et désespérée. « Ne m'enfermez pas, s'il vous plaît, je serai sage. Je serai silencieuse. Ne me mettez pas dans le noir. » Pierre a failli la laisser tomber. « Patron, elle, posez-la. » Marie a atterri sur le sol de marbre à 4 pattes, rampant vers la porte, mais son corps n'avait plus rien. Elle s'est effondrée après 1 mètre, sanglotant, griffant la pierre froide. « S'il vous plaît, non. Je ne peux pas retourner là-bas. Je ne peux pas. » Tout le monde est resté figé. Les gardes, Pierre, même moi. Puis des pas rapides ont résonné dans le couloir. Madame Lambert, la gouvernante de la villa depuis 30 ans, a traversé les hommes sans hésitation. Elle avait 62 ans, les cheveux argentés et des yeux doux qui avaient vu trop de cruauté du monde. Elle s'est agenouillée à côté de l'enfant tremblante. « Chut, petite !» Sa voix était douce comme de la soie. « Personne ne va t'enfermer nulle part. Tu es en sécurité maintenant. » Marie a reculé. C'est ce qu'ils ont dit avant. Regarde-moi. Madame Lambert a doucement touché le menton de Marie, levant son visage. Je suis Madame Lambert et je te le promets, je le jure sur ma vie, personne ne te fera de mal dans cette maison. Marie l'a fixée, sa poitrine soulevée, des larmes creusant des rivières à travers la saleté de ses joues. Je voulais juste manger, a-t-elle murmuré. Je ne volais pas. Je sais, ma chérie, je sais. Madame Lambert a ouvert ses bras. Pendant un long moment, Marie n'a pas bougé. Elle avait appris depuis longtemps que la gentillesse était un piège, que les voix douces cachaient des mains cruelles. Mais quelque chose dans les yeux de Madame Lambert était différent. Lentement, comme un animal blessé s'approchant de l'eau, Marie s'est penchée en avant. Madame Lambert a enlacé l'enfant et l'a serré contre elle. Et Marie a pleuré. Vraiment pleuré pour la première fois depuis qu'elle avait rampé hors de cette camionnette accidentée il y a 18 mois. Des sanglots puissants, haletants, qui secouaient tout son corps, libérant des années de terreur, de solitude et de douleur. En haut de l'escalier, je regardais en silence. Mon visage ne montrait rien, mais mes mains, agrippées à la rampe, tremblaient. Il y a des soirs où le silence de ma villa est plus assourdissant que les cris de ma mère quand elle a appris pour mon père. Ce silence, il porte le poids de toutes les absences. C'est bizarre, non? On construit un empire, on entasse l'argent, le pouvoir, on s'entoure de gardes, de murs, et pourtant, le vide reste là, plus grand que tout. Ma mère me disait toujours que la richesse, c'était dans le cœur, pas dans le porte-monnaie. Je n'avais jamais vraiment compris. Pour moi, c'était une faiblesse de parler de cœur. Ce soir-là, en la voyant dans les bras de Madame Lambert, si petite, si brisée, j'ai senti un début de compréhension, une brèche dans ma carapace. Est-ce que ce vide, cette solitude, était juste le prix à payer pour être au sommet? Ou est-ce que j'avais tout simplement construit ma vie sur les mauvaises fondations? Je n'avais pas de réponse, seulement cette sensation nouvelle, étrange, qui me rongeait. Une chose était sûre, cette petite créature venait de bousculer mon monde et je n'y étais pas préparé. Le matin, la lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres de la chambre d'amis.
Marie était assise sur le bord d'un lit plus grand que n'importe quelle pièce où elle avait dormi, vêtue de vêtements propres qui sentaient les fleurs. Madame Lambert l'avait baignée doucement la nuit précédente, lavant des mois de crasse, et lui avait donné un pyjama doux qui ne grattait pas et ne démangeait pas. Mais Marie ne se détendait pas. Ses yeux bruns passaient constamment de la porte aux fenêtres, à chaque ombre dans le coin. Son corps était tendu, prêt à fuir au premier signe de danger. Elle avait mangé le petit déjeuner, de la vraie nourriture, des œufs, des toasts et du jus d'orange. Elle avait voulu tout fourrer dans ses poches pour le cacher pour plus tard. Mais Madame Lambert avait promis qu'il y en aurait d'autres. Marie ne l'a pas cru, mais elle était trop fatiguée pour discuter. Quand le docteur Dubois est arrivé, tout a changé. Le docteur était un petit homme aux yeux doux et aux mains délicates. Il travaillait pour la famille Castellano depuis 20 ans, soignant des blessures qui ne pouvaient jamais être signalées aux hôpitaux. Il avait vu des choses terribles, mais quand il a vu Marie, son visage est devenu pâle. « Je dois vous examiner », a-t-il dit doucement, « juste pour m'assurer que vous êtes en bonne santé. » Marie s'est reculée sur le lit jusqu'à ce qu'elle heurte la tête de lit. « Non, ça ne fera pas mal. Non, sa voix s'est brisée. Ne me touchez pas. » Madame Lambert s'est avancée, s'asseyant sur le lit à côté d'elle. « Marie, ma chérie, le docteur Dubois est un ami. Il veut seulement vous aider. Ils disent tout ça. » Le cœur de Madame Lambert s'est brisé. « Je sais que des gens vous ont fait du mal, mais je resterai là, vous tenant la main tout le temps. Si vous voulez qu'il arrête, il arrête. C'est vous qui avez le contrôle. » Marie l'a fixé avec des yeux anciens. 7 ans, mais elle avait vu plus d'obscurité que la plupart des adultes n'en verraient jamais. « Vous promettez? »« Je le promets. » Lentement, à contre-cœur, Marie a hoché la tête. L'examen a duré 30 minutes. Madame Lambert lui a tenu la main tout du long, murmurant des réconforts chaque fois que Marie tressautait ou tremblait. Le docteur Dubois a travaillé avec soin, documentant tout. Quand il a eu fini, son visage était gris. Il m'a trouvé dans mon bureau, regardant par la fenêtre sans rien voir. Le rapport. Le docteur Dubois a tendu un dossier. Je dois vous prévenir, ce n'est pas facile à lire. J'ai ouvert le dossier. Malnutrition sévère. Poids actuel d'environ 60% de la normale pour son âge. Signe de privation prolongée. J'ai tourné la page. Cicatrice de brûlure sur l'avant-bras droit. Forme et taille correspondant à des brûlures de cigarettes. Multiples occurrences. Cicatrice sur le dos. Au moins 5 à 6 marques distinctes correspondant à des coups de ceinture ou de fouet. Le bras gauche présente des signes de fracture antérieure. Guéri de manière inappropriée sans traitement médical. Les indicateurs psychologiques suggèrent un confinement prolongé dans des espaces petits et sombres. Réaction sévère à l'obscurité et aux pièces closes. Ma main s'est serrée. Le papier s'est froissé dans ma poigne. Qui a fait ça? Le docteur Dubois a hésité. D'après les schémas, elle a presque certainement été victime de traite. Les blessures sont compatibles avec la captivité, la punition et la négligence. Les cicatrices les plus anciennes ont au moins 2 ans. 2 ans, j'ai fait le calcul dans ma tête. Elle a 7 ans maintenant, et je dis doucement. Ça veut dire qu'elle avait 5 ans. 5 ans quand quelqu'un lui a fait ça. Oui. Le silence a rempli la pièce comme de la fumée. J'avais ordonné la mort d'homme. J'avais vu des ennemis supplier la merci et je n'avais rien ressenti. J'avais bâti mon empire sur la violence et la peur. Et rien de tout cela n'avait jamais touché ma conscience. Mais ça c'était différent. C'était une enfant, une petite fille qui n'avait rien fait de mal, qui n'avait commis aucun crime, qui était simplement née d'une mauvaise mère dans un mauvais monde. Et quelqu'un l'avait brûlée avec des cigarettes, fouettée jusqu'au sang, enfermée dans l'obscurité jusqu'à ce qu'elle oublie à quoi ressemblait la lumière. À 5 ans, quelque chose a remué dans ma poitrine, quelque chose de chaud et d'inconnu, de la rage, pas la colère froide et calculée que j'utilisais dans l'affaire. Celle-ci était différente, brute, brûlante,
incontrôlable. Découvrez qui l'a eu, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Le réseau de traite, les acheteurs, toutes les personnes impliquées. Patron, ça pourrait prendre... Je me fiche du temps que ça prendra. J'ai tourné et le docteur Dubois a reculé en voyant le regard dans mes yeux. Trouvez-les. 3 jours ont passé. Marie est restée dans la villa comme un fantôme. Silencieuse, observatrice, toujours prête à fuir. Madame Lambert me faisait son rapport chaque soir, sa voix lourde d'inquiétude. Elle ne dormira pas dans le lit. Je la trouve chaque matin recroquevillée sur le sol à côté. Et elle cache de la nourriture partout, du pain dans sa tête d'oreiller, des fruits dans ses poches comme si elle se préparait à la prochaine fois où elle mourrait de faim. Donnez-lui du temps, ai-je dit, bien que je ne sache pas si le temps pouvait guérir des blessures aussi profondes. Ce n'est pas une enfant ordinaire, et continuait Madame Lambert. Elle observe tout, se souvient de tout. Hier, elle m'a dit exactement combien de gardes patrouillaient l'aile Est et à quelles heures. La gouvernante a secoué la tête. 7 ans, et elle pense comme une survivante. Parce qu'elle en était une. La 3e nuit, j'étais seul dans mon bureau, examinant des rapports sur les opérations de Michel Dubois. L'horloge grand-mère indiquait 2h47 du matin. La villa était silencieuse. Puis je l'ai entendu, un petit son étouffé par les murs et la distance. Des pleurs, j'ai posé mes papiers. Normalement, j'aurais appelé Madame Lambert. C'était son rôle. Le réconfort, la gentillesse, les choses douces que je n'avais jamais apprises. Mais ce soir-là, mes pieds m'ont porté dans le couloir avant que je puisse réfléchir. La porte de la chambre de Marie était légèrement ouverte. Un pâle clair de lune inondait la pièce par la fenêtre, éclairant le lit vide. Elle n'y était pas. Je l'ai trouvée dans le coin, coincée entre la commode et le mur, les genoux serrés contre sa poitrine, se balançant d'avant en arrière. Ses yeux étaient ouverts mais ne voyaient rien, piégés dans un cauchemar qui l'avait suivi du sommeil. « Je suis désolé, je serai sage. S'il vous plaît, ne me mettez pas dans le noir. S'il vous plaît. » Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte. J'avais commandé des armées, négocié avec des tueurs, affronté la mort sans broncher. Mais ça, une enfant en pleurs me laissait complètement impuissant. Je ne savais pas comment réconforter. Je n'avais jamais appris. Ma mère était morte avant de pouvoir m'enseigner, et mon père croyait que les larmes étaient une faiblesse, mais je ne pouvais pas partir. Lentement, je suis entré dans la pièce. Je ne l'ai pas approché directement. L'instinct me disait que cela l'effrayerait davantage. Au lieu de cela, je me suis laissé tomber au sol, le dos contre le mur, à quelques mètres de l'endroit où elle était recroquevillée. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement assis là, respirant tranquillement, existant dans le même espace. Les minutes ont passé. Les sanglots se sont progressivement adoucis. Le balancement a ralenti. Puis les yeux de Marie se sont focalisés, revenant de l'enfer où elle était piégée. Elle m'a vu et a tressailli. « Vous. » Sa voix était rauque. « Pourquoi êtes-vous ici? » Je vous ai entendu pleurer. Le silence s'est étiré entre nous. « Vous n'allez pas me faire retourner dans la pièce noire? » Il n'y a pas de pièce noire ici. Marie m'a étudié avec ses yeux anciens, cherchant le mensonge. Elle n'en a pas trouvé. Lentement, avec prudence, elle a rampé plus près, sans me toucher. Elle n'était pas prête pour ça, mais assez près pour sentir ma présence. Assez près pour savoir qu'elle n'était pas seule. Ils sont restés ainsi côte à côte, jusqu'à ce que les yeux de Marie s'alourdissent et que sa tête tombe en avant. Elle s'est endormie assise, son petit corps finalement livré à l'épuisement. J'ai attendu que sa respiration s'approfondisse. Puis, doucement, plus doucement que je n'avais jamais rien fait, je l'ai soulevée et je l'ai déposée sur le lit. J'ai tiré la couverture sur ses fines épaules, la glissant autour d'elle comme j'avais vu Madame Lambert le faire. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû, la regardant dormir. « Tu me fais confiance, ai-je pensé. Tu n'as aucune raison de le faire. »
Après tout ce que le monde te fait, tu ne devrais faire confiance à personne. Alors pourquoi? Je n'avais pas de réponse. Mais en quittant la pièce, quelque chose dans ma poitrine a bougé, quelque chose de gelé commençant enfin à décongeler. Une semaine après l'empoisonnement, Sophie a finalement craqué. Pierre est sorti du sous-sol, du sang sur les phalanges et un dossier à la main. Il m'a trouvé dans le bureau, regardant la ville à travers des fenêtres striées de pluie. Elle a parlé, je ne me suis pas retourné. Tout? Tout. Pierre a ouvert le dossier. Michel l'avait placé il y a 18 mois. Le gala de charité, le champagne renversé, tout était mis en scène. Sa mission était de se rapprocher de vous, de gagner votre confiance, puis de vous éliminer le moment venu. Le poison était intraçable. Ça aurait ressemblé à une crise cardiaque. Michel prévoyait de s'emparer de votre territoire quelques heures après votre mort. Ma mâchoire s'est serrée. 18 mois, j'avais partagé mon lit, mes secrets, mes rares moments de vulnérabilité avec une femme conçue pour me détruire. Il y a plus. Pierre a hésité. Avant que nous ayons fini avec elle, elle a dit quelque chose. Michel est au courant pour la gamine. Je me suis retourné brusquement. Quoi? Le mot circule vite dans notre monde, patron. Une gamine des rues sauve le grand Julien Castellano. C'est une histoire dont on parle. Le visage de Pierre était sombre. Sophie a dit que Michel trouvait intéressant que vous ayez une nouvelle faiblesse. Le mot m'a frappé comme une balle. Faiblesse. De l'autre côté de la ville, dans un entrepôt qui sentait l'huile et le vieux sang, Michel Dubois a reçu la nouvelle de l'échec de Sophie. Il était assis dans un fauteuil en cuir, la fumée de cigares s'enroulant autour de sa tête chauve, écoutant ses informateurs faire leur rapport. Quand il a eu fini, ses hommes se sont préparés à sa rage. Au lieu de cela, Michel a ri. Alors, a-t-il dit, son accent russe épais d'amusement. Le roi de glace de Marseille s'est trouvé une petite vagabonde, comme c'est sentimental. Son fils, Lucas, s'est avancé, 25 ans, grand et cruel, avec les yeux froids de son père et aucune de sa patience. Laisse-moi m'en occuper, père. Je prendrai la gamine en patience. Michel a levé la main. Tuer Castellano aurait été propre, mais le briser, ça demande de la finesse. Il a souri, révélant des dents en or. Prenez l'enfant. Si nous ne pouvons pas détruire son corps, nous détruirons son âme. Luca m'a souri. Considère que c'est fait. De retour à la Villa Castellano, j'ai doublé les gardes et renforcé chaque entrée, mais je ne pouvais pas annuler ma réunion avec les familles alliées. Trop d'accords en dépendaient. Trop d'alliances avaient besoin de renfort après l'incident avec Sophie. Avant de partir, je me suis arrêté à la chambre de Marie. Elle était assise en tailleur sur le sol avec Madame Lambert. Un livre d'enfant ouvert entre elles. Madame Lambert montrait les mots, les épelant lentement. C-H-A-T, chat. Peux-tu le dire? Chat, a répété Marie, son petit doigt traçant les lettres. Puis elle a souri. C'était minuscule, hésitant. Le sourire de quelqu'un qui avait oublié comment faire et qui s'en souvenait à peine. Mais il a transformé tout son visage. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, figé par quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Ma poitrine s'est serrée, mon souffle s'est coupé. Madame Lambert m'a remarqué la première. « Monsieur Julien, voudriez-vous vous joindre à nous? » Marie a levé les yeux et ce petit sourire est resté. « Vous partez travailler. » J'ai éclairci ma gorge. « Je serai de retour avant ce soir. » Marie a hoché la tête, reportant son attention sur le livre, puis doucement. « Je vous attendrai. » 4 mots simples, des mots d'enfant. Ils ont résonné dans mon esprit pendant tout le trajet jusqu'à la réunion. Je vous attendrai. Quand quelqu'un m'avait-il jamais attendu? Quand quelqu'un s'était-il déjà soucié de mon retour? J'ignorais que ce serait un des derniers mots que j'entendrais d'elle pendant 3 jours angoissants. J'ignorais que pendant que j'étais assis dans une salle de conférence à discuter de territoire et d'alliance, une camionnette noire s'approchait déjà de ma maison. J'ignorais que la tempête avait déjà commencé.
Elle me l'a raconté plus tard, Madame Lambert. Sa voix tremblait encore quand elle se souvenait de cet après-midi. Le soleil de l'après-midi, elle disait, réchauffait le jardin derrière la villa. Marie s'était agenouillée près d'un rosier, touchant doucement les pétales de velours du bout de ses doigts. Elle n'avait jamais eu le droit de toucher des fleurs avant. Dans le sous-sol, il n'y avait pas eu de fleurs. Dans les rues, des fleurs appartenaient au monde des autres. Mais là, Madame Lambert lui avait dit qu'elle pouvait en cueillir autant qu'elle voulait. Les jaunes sont jolis, avait-elle murmuré, plus à elle-même qu'à quiconque. Derrière elle, Mark, un des gardes, surveillait. Il avait proposé de l'emmener dehors pendant qu'elle préparait le déjeuner. De l'air frais, avait-il dit, bon pour les enfants. Madame Lambert avait accepté, bien sûr. Mark travaillait pour la famille depuis 3 ans. On lui faisait confiance. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Mark avait une dette de jeu. Une dette que Michel Dubois avait rachetée 2 semaines auparavant. « Hé, gamine !» La voix de Mark était désinvolte. « Il y a plus de fleurs près de la grille arrière. Tu veux voir? » Marie avait hésité. Ses instincts lui murmuraient « Danger », comme toujours. Mais Mark avait été gentil avec elle. Il lui avait glissé des biscuits supplémentaires la veille. Elle l'avait suivi vers le fond du jardin. C'est à ce moment-là qu'elle avait entendu le moteur. Une camionnette noire avait défoncé la grille arrière, le métal grinçant alors que la serrure volait en éclats. Le véhicule avait dérapé sur le gravier et 4 hommes masqués en étaient sortis avant qu'il ne s'arrête complètement. Marie avait couru, ses pieds nus martelant l'herbe alors qu'elle sprintait vers la maison. Elle avait crié, un son brut et primal, espérant que quelqu'un l'entendrait. Mais Mark avait été plus rapide. Il avait attrapé son bras, la tirant en arrière si fort que son épaule lui avait brûlé. Marie s'était retournée, le fixant de ses grands yeux. « Toi, » sa voix avait tremblé, « tu es l'un d'eux. » Mark n'avait pas répondu. Son visage n'avait rien montré alors qu'il la poussait vers les hommes masqués. Marie s'était battue. Elle avait mordu la première main qu'il avait attrapée, goûtant le sang. Elle avait griffé le visage du deuxième homme, laissant des éraflures rouges sur sa joue. Elle avait donné des coups de pied, s'était débattue et avait hurlé jusqu'à ce que sa gorge se déchire. Mais elle n'avait que 7 ans. 20 kilos de peau et d'os contre 4 hommes adultes. Il l'avait plaquée au sol. Du ruban adhésif avait couvert sa bouche, étouffant ses cris. La corde lui avait brûlé les poignets alors qu'il lui attachait les mains. Puis elle avait été soulevée, jetée dans la camionnette comme un sac poubelle. Les portes avaient claqué, l'engloutissant dans l'obscurité. À travers les parois métalliques, Madame Lambert avait entendu sa propre voix, lointaine, désespérée. « Marie, Marie !» Puis les pneus avaient crissé et la camionnette avait démarré en trombe, l'emportant loin du seul endroit sûr qu'elle avait jamais connu. Madame Lambert s'était retrouvée à genoux dans le jardin, le goût de la terre dans la bouche, le cœur brisé en 1000 morceaux. Elle savait qu'elle n'aurait jamais dû laisser Marie sortir seule, même avec Mark. Elle se sentait coupable, impuissante et surtout terrorisée. Elle n'avait qu'une idée en tête, prévenir Julien. Marie était étendue sur le sol froid, son corps meurtri, ses poignets saignant sous les cordes. L'obscurité pesait sur elle comme une chose vivante. Mais elle n'a pas pleuré. Elle avait arrêté de pleurer dans le sous-sol il y a 2 ans quand elle avait appris que les larmes ne faisaient que les mettre en colère. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, quelqu'un pourrait venir. Elle a pensé à Julien. Ses yeux gris, sa présence tranquille à ses côtés dans le noir. La façon dont il l'avait portée au lit comme si elle comptait. Il avait dit qu'il reviendrait avant ce soir. Il avait promis. Dans l'obscurité étouffante de la camionnette, Marie s'est accrochée à cette promesse comme à une bouée de sauvetage. « S'il vous plaît, a-t-elle pensé, s'il vous plaît, retrouvez-moi. S'il vous plaît, ne les laissez pas me remettre dans le noir. » 24 heures dans l'obscurité. L'entrepôt du sud de Marseille était abandonné depuis des années. Machines rouillées, fenêtres cassées, l'odeur de la décomposition s'infiltrant par chaque fissure.
Mais au fond, Michel Dubois avait transformé un débarras en cellule. Pas de fenêtre, pas de lumière, juste des murs de béton et une porte en acier verrouillée. Marie était assise dans le coin, les genoux serrés contre sa poitrine, les bras enlacés autour d'elle-même. L'obscurité était absolue, si épaisse qu'elle ne pouvait pas voir ses propres mains. Comme avant, les souvenirs du sous-sol s'accrochaient à son esprit. 8 mois de ça. 8 mois à ne pas savoir si c'était le jour ou la nuit, si quelqu'un se souvenait qu'elle existait, si elle reverrait le soleil un jour. Sa respiration s'est accélérée. Son cœur s'est emballé. La panique est montée comme de la bile dans sa gorge. Non, arrête, respire. Elle s'est forcée à compter. 1, 2, 3. La façon dont elle s'était appris ça dans cette autre obscurité, quand compter était la seule chose qui la maintenait saine d'esprit. La porte a grincé. La lumière a jailli, dure, aveuglante. Marie a protégé ses yeux alors qu'une silhouette entrait. Lucas Dubois avait 25 ans, avec les yeux froids de son père et un sourire qui ferait penser à un requin. Il portait des vêtements chers tachés de quelque chose de sauvage. Il aimait son travail. Il s'est accroupi devant elle, assez près pour qu'elle sente les cigarettes et l'eau de Cologne. « Alors, c'est toi la petite rate qui a sauvé Castellano. » Marie n'a rien dit. « Il doit tenir à toi, hein? Oui, pour te garder dans sa grande villa, te donner de jolis vêtements. » Lucas est penché la tête. « Dis-moi, il viendra te chercher? Il aime sa petite mascotte? » Silence. Le sourire de Lucas a disparu. Sa main a jailli, la frappant au visage. Le cou l'a projeté contre le béton. « Réponds-moi! » Marie a goûté le sang. Sa joue brûlait, mais elle n'a pas pleuré. Elle avait appris depuis longtemps que pleurer ne faisait que les faire frapper plus fort. « Sale gamine têtue !» Lucas s'est levé, brossant son pantalon. « On verra à quel point tu es courageuse après quelques jours de plus dans le noir. » La porte a claqué. Le verrou a cliqué. L'obscurité l'a englouti à nouveau. Marie était étendue sur le sol froid, son visage palpitant, son corps tremblant. Le vieux désespoir lui murmurait à l'oreille. « Personne ne viendra. Personne ne vient jamais. Tu es seul. Tu seras toujours seul. » Mais une autre voix s'est élevée, plus douce, mais plus forte. Il a dit qu'il reviendrait. Il s'est assis avec moi dans le noir. Il m'a porté au lit. Il est différent. Marie ne savait pas si c'était vrai. Elle ne savait pas si Julien risquerait tout pour une enfant des rues qu'il connaissait depuis une semaine, mais elle devait croire, car la croyance était tout ce qu'elle avait. Lentement, elle s'est redressée. Ses yeux se sont habitués à l'obscurité. Elle a commencé à étudier sa prison. Porte en acier verrouillée de l'extérieur. Mur en béton solide. Mais dans le coin, un petit espace où le mur rejoignait le sol, trop petit pour un adulte, peut-être pas trop petit pour une enfant de 7 ans affamée. Marie a rampé vers lui, passant ses doigts le long du bord. Penser, survivre, ne pas abandonner, quelque part là-dehors, quelqu'un la cherchait peut-être. Elle devait juste rester en vie assez longtemps pour être retrouvée. La salle de conférence est devenue silencieuse quand mon téléphone a sonné. 6 hommes étaient assis autour de la table en acajou. Des leaders de familles alliées, discutant de territoires et de profits, d'affaires importantes, le genre de choses qui construisent des empires. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Pierre. « Excusez-moi, je me suis écarté, portant le téléphone à mon oreille. »« Quoi? » La voix de Pierre était tendue, contrôlée, la voix d'un homme annonçant la pire nouvelle possible. « Patron, la gamine, elle a été enlevée. Les gens de Michel. 3 secondes de silence absolu. Puis mon poing a traversé la table de conférence en verre. Du cristal, du sang a jailli de mes phalanges. Les leaders alliés ont reculé en désordre, les chaises s'écrasant au sol, les visages pâles de choc. Ils me connaissaient depuis des années. Ils m'avaient vu ordonner des exécutions sans ciller. Ils m'avaient vu négocier avec des tueurs en sirotant du vin. Ils ne m'avaient jamais vu perdre le contrôle. Retrouvez-la,
Les mots sont sortis comme un rugissement, résonnant contre les murs. Mes yeux gris brûlaient de quelque chose au-delà de la colère, quelque chose de primal, quelque chose de terrifiant. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai dévalé la pièce, laissant des gouttes de sang sur le sol de marbre. Les 24 heures suivantes ont été le chaos. Chaque ressource que l'Empire Castellano possédait a été mobilisée. Des espions ont été activés, des informateurs ont été pressés, des hommes qui avaient des dettes ont eu une chance de payer avec des informations au lieu de leur sang. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé. Je me tenais au centre de la tempête, donnant des ordres, examinant des rapports, ma main blessée enveloppée dans des bandages improvisés que je n'ai jamais regardés. Pierre m'a approché à la 18e heure, l'épuisement gravé sur son visage. « Patron, vous devez vous reposer. Michel veut que vous... » Ne. Ma voix était de glace. Ne me dites pas ce que Michel veut. Il veut que vous soyez déséquilibré, irrationnel, que vous fassiez des erreurs. Je me suis retourné. Pierre avait vu ses yeux gris dans toutes les humeurs, froid, calculateur, mortel, mais jamais comme ça, jamais apeuré. Elle m'a sauvé la vie, Pierre. Ma voix s'est brisée. À peine. Une gamine de 7 ans qui n'avait rien, a tout risqué pour me prévenir. Et maintenant, elle est entre les mains de ce monstre à cause de moi. Pierre n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. S'ils lui font du mal, mes mains se sont serrées. S'ils touchent un seul cheveu de sa tête, je n'ai pas terminé. Je n'en avais pas besoin. À la 23e heure, la percée est arrivée. Un docker qui avait des dettes de jeu, un entrepôt dans le sud de Marseille, des hommes de Michel vus entrant avec une petite silhouette enveloppée dans une couverture. J'ai rassemblé 50 hommes, les meilleurs que j'avais. Les armes ont été vérifiées, les gilets pare-balles distribués. 3 équipes d'assaut formées, chacune avec des objectifs spécifiques. Pierre a étudié la carte tactique. Cela pourrait être un piège. Michel sait que nous allons venir. Alors c'est un piège. Et si nous tombons dans une embuscade, j'ai chargé mon pistolet, le cliquetis du chargeur résonnant dans l'armurerie. Alors je traînerai Michel en enfer avec moi. Mais cette petite fille sortira la première, coûte que coûte. Pierre a hésité. « Patron, vous ne devriez pas y aller personnellement. S'il vous arrive quelque chose, j'y vais. » J'ai rengainé l'arme, mes yeux rencontrant ceux de Pierre. Ce n'est pas négociable. 20 ans de loyauté avaient appris à Pierre quand insister et quand suivre. C'était le moment de suivre. Oui, patron, je me suis dirigé vers les véhicules qui attendaient, entourés d'hommes armés prêts à mourir pour moi. Mais pour la première fois, je ne pensais ni à l'Empire, ni au pouvoir, ni à la vengeance. Je pensais à des yeux bruns dans l'obscurité, à une petite main qui n'avait jamais tendu la main à personne, à une promesse que je refusais de rompre. « J'arrive, petite. Tiens bon. » L'entrepôt a émergé de l'obscurité comme une bête endormie. Je me suis accroupi derrière un conteneur rouillé, étudiant la structure à travers des jumelles à vision nocturne. 2 gardes à l'entrée principale, 4 autres patrouillant le périmètre, des lumières visibles à travers des fenêtres sales au 2e étage. Michel avait préparé son coup. 30 hommes, selon l'informateur, des armes automatiques, plusieurs positions défensives. Mais Michel avait mal calculé une chose. Julien Castellano n'était pas venu négocier. J'ai levé la main. 3 doigts, 2, 1. La nuit a explosé. Des tirs ont éclaté de 3 directions simultanément. L'équipe ouest a franchi le quai de chargement. L'équipe est à traverser une entrée latérale. Et j'ai mené l'assaut principal directement par la porte d'entrée. Des éclairs de bouche illuminaient l'obscurité comme des éclairs. Des balles sifflaient dans l'air, traversant le métal et la chair. Les hommes de Michel se sont précipités à couvert, ripostant par des rafales paniquées. J'ai traversé le chaos comme la mort incarnée. Mon pistolet a aboyé une fois, 2 fois. 2 gardes sont tombés. Un 3e a émergé de derrière un chariot élévateur, fusil levé. Je l'ai abattu avant qu'il ne puisse viser.
Une balle m'a effleuré l'épaule gauche, une douleur a traversé mon bras, le sang a imbibé ma manche, je n'ai pas ralenti. Patron, la voix de Pierre a traversé les tirs. Vous êtes touché. Continuez d'avancer. Le rez-de-chaussée est devenu un abattoir. Des corps jonchaient le béton. Les hommes de Michel, submergés par la férocité de l'assaut. Les soldats de Castellano avançaient sans relâche, nettoyant pièce après pièce. J'ai atteint l'escalier. 3 gardes bloquaient mon chemin. 3 coups, 3 corps. J'ai monté les escaliers 2 par 2, le sang dégoulinant de mon épaule blessée, mon cœur battant avec quelque chose au-delà de l'adrénaline. Elle est ici, elle est proche. Tiens bon. À l'intérieur du débarras, Marie a entendu les tirs et a compris. Il est venu. La porte a éclaté. Luca l'a attrapé par les cheveux, la traînant debout. Son visage était tordu de peur et de fureur, l'expression d'un animal acculé. Il est temps de partir, petite rate. Il l'a tiré vers la sortie arrière, utilisant son corps comme bouclier. Marie a trébuché, ses pieds nus raclant le béton, mais elle n'a pas crié. Au lieu de cela, elle lui a mordu la main fort. Lucas a hurlé, lâchant ses cheveux. Marie a sprinté de 3, puis 4 pas avant que son poing n'atteigne son épaule et ne la fasse s'écrouler. « Sale gamine stupide !» Il l'a attrapée à nouveau, cette fois par la gorge. Un couteau est apparu dans son autre main, la lame appuyée contre son cou. « Bouge encore et je te déchire. » Ils ont atteint la porte arrière. Luca l'a ouverte d'un coup de pied et s'est arrêté. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, du sang coulant le long de mon bras, un pistolet pointé sur la tête de Lucas, mes yeux gris brûlaient d'une fureur froide, au-delà de l'humain, celle d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Lâchez-la. 3 mots, silencieux comme la mort. Luca a pressé le couteau plus fort contre la gorge de Marie. Une fine ligne de sang est apparue. « Recule, Castellano. Je la tue. Je jure que je... » « Il va te tuer. » La petite voix a coupé la tension comme une lame. Marie, à peine capable de respirer, a regardé directement Lucas avec ses yeux bruns anciens. « Qu'est-ce que tu as dit? » a sifflé Lucas. « Il va te tuer. » Sa voix tremblait, mais ne s'est pas brisée. « Il est venu me chercher. Il ne te laissera jamais partir. » Lucas l'a fixé. Ce n'était pas ainsi que se comportaient les enfants. Les enfants pleuraient, les enfants suppliaient. Ils ne parlaient pas de prophétie avec du sang sur la gorge. Une seconde d'hésitation. C'est tout ce dont j'avais besoin. Le coup a résonné dans l'entrepôt. La tête de Luca est basculée en arrière. Le couteau a cliqueté au sol. Son corps a suivi, s'écroulant comme une marionnette aux ficelles coupées. Marie est restée figée, éclaboussée de sang qui n'était pas le sien, vacillant sur ses pieds. J'ai rengainé mon arme et j'ai comblé la distance entre nous en 3 grandes enjambées. Je suis tombé à genoux devant elle, mes mains, les mains qui venaient de tuer, flottant incertaines. Marie, ses yeux bruns se sont concentrés sur moi lentement, comme si elle revenait de très loin. « Vous êtes venu, a-t-elle murmuré. J'ai promis. » Un son s'est échappé de sa gorge, à moitié sanglot, à moitié rire. Et puis elle était dans mes bras, s'accrochant à moi avec toute la force que son petit corps possédait. Je l'ai serré fort, le sang imbibant nos 2 vêtements, les coups de feu résonnant encore au loin. « Je te tiens, » ai-je murmuré contre ses cheveux. « Je te tiens. » Dehors, la bataille s'est terminée. Pierre a sécurisé le périmètre. Les forces de Michel Dubois étaient détruites. Mais pour moi, rien de tout cela n'avait d'importance. La seule victoire qui comptait était le battement de cœur pressé contre ma poitrine. Les tirs se sont estompés en échos lointains. J'ai reculé juste assez pour regarder Marie correctement. Son visage était meurtri. L'empreinte de la main de Lucas était encore visible sur sa joue. Du sang séché incrusté à sa lèvre. Des brûlures de cordes entouraient ses poignets là où les liens avaient coupé sa peau.
Mais ses yeux bruns qui m'avaient hanté pendant 3 jours sans fin, étaient vivants et me regardaient avec quelque chose que je ne méritais pas. De la confiance. J'ai tiré un couteau de ma ceinture et j'ai doucement coupé les cordes restantes de ses poignets. Les fibres sont tombées, révélant une peau à vif et irritée en dessous. Je suis là maintenant. Ma voix est sortie plus rauque que prévu. Personne ne te fera plus de mal. Marie m'a fixé, ses yeux brillants de larmes qui avaient été enfermés pendant des années, trouvant enfin la permission de couler. Vous êtes vraiment venu. J'ai promis que je serais de retour avant ce soir. Un son s'est échappé d'elle, à moitié rire, à moitié sanglot, brisé et beau. Vous êtes en retard. J'ai senti quelque chose craquer dans ma poitrine. Quelque chose de gelé commençant à se briser. Oui, ma voix était à peine un murmure. Je suis désolé. Alors Marie a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a tendu la main vers moi. Cet enfant qui avait appris que le toucher signifiait la douleur. Cette fille qui tressaillait à chaque main, qui ne faisait confiance à personne, qui avait construit des murs autour de son cœur aussi épais que les miens. Elle a jeté ses bras fins autour de mon cou et s'est accrochée comme si j'étais la seule chose solide dans un monde qui se noyait. Je me suis figé pendant un battement de cœur, puis mes bras l'ont entourée doucement d'abord, de peur de la briser, puis plus étroitement, alors qu'elle se blottissait contre ma poitrine. Mon épaule blessée a crié de protestation, le sang s'est imbibé à travers ma chemise sur ses cheveux. Je m'en fichais. Je te tiens, ai-je murmuré. Je te tiens. Pierre est apparu dans l'embrasure de la porte, les armes toujours levées. Cherchant des menaces, il s'est arrêté quand il nous a vus. 20 ans, il m'avait servi pendant 20 ans. Il m'avait vu ordonner des exécutions, écraser des rivaux, bâtir un empire de sang et de cendres. Il ne m'avait jamais vu vulnérable, jamais vu humain. Jusqu'à présent, le chef de la famille Castellano était agenouillé dans les décombres d'un entrepôt détruit, le sang coulant le long de mon bras, tenant une gamine de 7 ans comme si elle était faite de verre et d'or. Pierre a détourné le regard. Certains moments étaient trop sacrés pour être témoin. Finalement, je me suis levé. Marie s'est accrochée à moi, ses jambes enroulées autour de ma taille, son visage enfoui dans mon épaule. Rentrons à la maison, ai-je dit doucement. Marie a hoché la tête contre mon cou. Sa voix était petite mais certaine. À la maison. Je l'ai portée à travers les décombres, devant les ennemis tombés, devant mes propres hommes blessés, devant Pierre qui s'est mis en marche silencieusement derrière nous. L'air frais de la nuit nous a frappés au visage, frais et propre après la fumée et le sang. Des SUV noirs attendaient, moteurs allumés. Des médecins se sont précipités. Je les ai congédiés d'un geste de la main. Pas encore. Pas maintenant. Pour ce moment, j'avais juste besoin de la tenir, de sentir son cœur battre contre le mien, de savoir qu'elle était vivante et en sécurité. Et à moi. Alors que nous roulions dans les rues endormies de Marseille, l'emprise de Marie s'est lentement relâchée. Sa respiration s'est approfondie. Elle a dormi, vraiment dormi, pour la première fois en 3 jours. J'ai regardé les lumières de la ville s'estomper à travers la fenêtre, cet enfant brisé pressé contre mon cœur, et j'ai fait un vœu silencieux. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais personne lui faire de mal à nouveau. 2 semaines se sont écoulées comme une lente expiration. Le docteur Dubois venait tous les jours au début, soignant les nouvelles blessures de Marie superposées aux anciennes. Les brûlures de cordes ont guéri rapidement. Les ecchymoses ont viré du violet au jaune, puis ont disparu. Son corps savait comment récupérer. Il le faisait depuis des années. L'esprit était plus lent. Les cauchemars venaient toujours. Marie se réveillait en criant, griffant des mains invisibles, piégée dans des sous-sols qui n'existaient que dans sa mémoire. Mais maintenant, quand elle ouvrait les yeux, quelqu'un était toujours là. Parfois Madame Lambert, avec du lait chaud et des mots doux, parfois moi, assis silencieusement au chevet de Charlie, ma présence un mur entre elle et l'obscurité.
J'avais commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Prendre le temps. Pas des moments volés entre deux réunions, pas des regards distraits en examinant des rapports. De vraies heures dédiées, tirées d'un emploi du temps qui n'avait jamais été pour personne. Nous lisions ensemble dans mon bureau chaque après-midi, des livres simples au début, des histoires pour enfants avec des images lumineuses. La lecture de Marie s'est améliorée rapidement, son esprit vif dévorant les mots comme elle avait autrefois dévoré des restes de nourriture. Nous prenions le petit déjeuner ensemble tous les matins. Moi qui avais passé des années à prendre mon café à mon bureau, j'étais maintenant assis à la table de la salle à manger pendant que Marie mangeait ses œufs et ses toasts. Elle mangeait toujours trop vite, fourrant la nourriture comme si elle allait disparaître. Mais elle avait arrêté de cacher du pain dans ses poches. Je lui ai appris les échecs. La stratégie, lui ai-je expliqué, déplaçant un cavalier sur l'échiquier. Chaque pièce du pouvoir, chaque mouvement a des conséquences. La clé est de penser 3 coups à l'avance. Marie a appris rapidement. Dès la 2e semaine, elle a capturé ma reine avec un coup que je n'avais pas vu venir. Échec et mat, a-t-elle dit doucement. J'ai fixé l'échiquier, je ne l'avais pas laissé gagner. J'avais vraiment perdu. Bien joué, ai-je dit, et je le pensais. Son sourire, encore rare, encore fragile, a éclaté sur son visage comme un lever de soleil. Les changements sont venus progressivement. Elle dormait dans le lit maintenant, pas sur le sol. Elle ne tressaillait plus quand Madame Lambert lui touchait l'épaule. Elle riait, parfois un son rouillé, inutilisé depuis trop longtemps, mais devenant plus fort. Une nuit, après un cauchemar qui l'avait laissée tremblante, elle a posé la question qui montait depuis des semaines. « Êtes-vous une mauvaise personne ?» J'étais assis sur la chaise près de son lit, les ombres jouant sur mon visage. J'ai envisagé de mentir. J'ai envisagé de détourner la question. Au lieu de cela, j'ai dit la vérité. Je fais de mauvaises choses. Je blesse les gens. J'ai tué. J'ai marqué une pause. Mais je protège ce qui est à moi. Je tiens mes promesses. Et je ne blesse jamais les innocents si je peux l'éviter. Marie a assimilé cela. Ses yeux bruns, anciens au-delà de leurs années, m'ont étudié sans jugement. Est-ce que j'appartiens à vous? La question m'a frappé plus fort que n'importe quelle balle. Oui, ma voix était ferme. Tu m'appartiens et je t'appartiens. Marie a hoché la tête lentement. Le monde n'était pas simple. Le bien et le mal se brouillaient au bord. Elle avait appris cette leçon dans le sang et l'obscurité bien avant qu'elle n'aurait dû. Parfois les monstres portaient des visages gentils. Parfois les plus dangereux étaient la seule protection que l'on avait. Elle a tendu la main et a pris la mienne volontairement, de plein gré. « D'accord », a-t-elle murmuré. Et d'une manière ou d'une autre, ce seul mot signifiait tout. 6 mois plus tard, le tribunal de grande instance de Marseille se dressait sous un ciel gris de novembre. Le processus d'adoption avait été compliqué. Marie n'existait dans aucune base de données, aucun certificat de naissance, aucun dossier scolaire, aucun antécédent médical. Sa mère, Sarah Sullivan, avait été retrouvée morte d'une overdose dans un immeuble condamné 3 mois après avoir vendu sa fille. Aucun père n'a jamais été identifié. Aucun parent ne s'est manifesté. Sur le papier, Marie était un fantôme, une enfant qui n'appartenait à personne. Mais Julien Castellano avait des ressources que les hommes ordinaires n'avaient pas. Des avocats qui ne posaient pas de questions, des juges qui devaient des faveurs, des travailleurs sociaux dont les rapports reflétaient ce qu'on leur disait d'écrire. Aujourd'hui, la paperasse allait devenir réalité. Marie se tenait dans le couloir du tribunal, vêtue d'une robe violette, sa première robe. Madame Lambert avait passé 1 heure à lui brosser les cheveux jusqu'à ce qu'ils brillent, tressant une petite tresse sur le côté. Elle ressemblait à une enfant différente du squelette qui avait trébuché au saphir noir 7 mois auparavant. Mais sa main serrait la mienne avec une intensité à s'en blanchir les phalanges. « Il y a tellement de monde », a-t-elle murmuré. « Ce ne sont que des avocats. Ignore-les. » J'ai serré sa main en retour. « Ne regarde que moi. »
Je portais mon costume noir habituel, parfaitement ajusté, intimidant pour quiconque me voyait. Mais aujourd'hui, mes mains tremblaient légèrement. Quelque chose que seule Marie a remarqué. Pierre se tenait derrière nous, les bras croisés, le visage taillé dans la pierre. Si quelqu'un avait regardé de près, il aurait peut-être vu de l'humidité dans ses yeux. Personne n'a regardé de près. Personne n'a osé. La salle d'audience était plus petite que Marie ne s'y attendait. Des boiseries, le drapeau français, le banc du juge qui semblait incroyablement haut. La juge Leclerc, une femme plus âgée aux yeux vifs et aux cheveux argentés, a examiné le dossier devant elle. Elle a posé les questions standards. J'ai répondu de ma voix contrôlée et mesurée. Puis la juge s'est tournée vers Marie. « Jeune fille, je dois vous demander quelque chose d'important. » Sa voix s'est adoucie. « Voulez-vous que M. Julien vous adopte, qu'il devienne votre père légal? » Marie m'a regardé, puis la juge. « Il est déjà mon père. » Sa voix était petite mais ferme. « J'ai juste besoin des papiers pour que tout le monde le sache aussi. » Le silence est tombé sur la salle d'audience. La greffière a cessé de taper. Les avocats se sont figés. Même la juge Leclerc a semblé momentanément sans voix. Puis elle a souri, un sourire chaleureux et sincère qui a transformé son visage sévère. Eh bien, elle a levé son marteau. Par l'autorité qui m'est conférée par l'État de France, je déclare par la présignante que Mary Grace est légalement adoptée par Julien Castellano. À partir de ce jour, elle sera connue sous le nom de Mary Grace Castellano, avec tous les droits et privilèges y afférents. Le marteau est tombé. C'était fait. Marie s'est tournée vers moi, ses yeux bruns brillants. « J'ai votre nom maintenant. » Je me suis agenouillé devant elle, me mettant à son niveau. Ma gorge était serrée. Ma voix est sortie rauque. « Non, nous partageons un nom. C'est différent. » Elle a penché la tête. « Comment? Ça veut dire que nous nous appartenons mutuellement et également. » Marie a réfléchi, puis elle a hoché la tête solennellement et a enroulé ses bras autour de mon cou. Je l'ai serré fort, respirant l'odeur de son shampoing, sentant son petit cœur battre contre ma poitrine. Une larme s'est échappée de mon œil, juste une, traçant un sillon sur ma joue cicatrisée. En 12 ans de sang, de violence et de perte, je n'avais jamais pleuré. Mais aujourd'hui, je l'ai fait et je n'en avais pas honte. 1 an après l'adoption, le monde était différent. Mary Grace Castellano avait maintenant 8 ans. Elle fréquentait l'une des meilleures écoles privées de Marseille, où elle avait des amis qui l'invitaient à des fêtes d'anniversaire et des soirées pyjama. Elle savait lire couramment, dévorant les livres plus vite que Madame Lambert ne pouvait les lui fournir. Elle riait facilement, souriait souvent et ne se réveillait que parfois de cauchemars qui s'estompaient chaque mois. Autour de son cou, elle portait un pendentif en argent en forme d'étoile. Gravé au dos, 2 mots. Lumen et Tenebrae, lumière dans les ténèbres, un cadeau de ma part le jour où l'adoption avait été officialisée. Elle ne l'a jamais enlevé. Moi-même, j'avais changé. Je contrôlais toujours l'Empire Castellano, mais à distance maintenant. Pierre s'occupait des opérations quotidiennes, des réunions, des négociations, des affaires plus sombres que je ne voulais plus toucher de mes mains. Parce que ses mains avaient maintenant quelque chose de plus important à tenir. Chaque matin, sans exception, père et fille s'asseyaient ensemble à la table du petit déjeuner. Nous parlions de ses devoirs, de ses amis, du livre qu'elle lisait. Des choses simples, des choses sacrées. Aujourd'hui, j'avais une surprise. Nous allons déjeuner dans un endroit spécial, ai-je annoncé. Marie a levé les yeux de ses pancakes. Où? Tu verras. Le saphir noir semblait différent à la lumière du jour. Moins mystérieux, moins dangereux. Juste un grand immeuble avec des fenêtres teintées et un ascenseur privé qui se souvenait de mes empreintes digitales. Marie l'a reconnu immédiatement. C'est là que nous nous sommes rencontrés, a-t-elle dit doucement. Oui, nous nous sommes assis dans le même recoin,
celui avec la vue sur la silhouette de Marseille, la même table où 18 mois auparavant, une enfant désespérée avait forcé la sécurité pour sauver la vie d'un étranger. Marie a regardé par la fenêtre, observant la ville s'étendre sous nos pieds, puis ses yeux ont aperçu un mouvement dans l'allée en contrebas. Une petite silhouette, mince, en haillons, fouillant des sacs poubelles derrière le bâtiment. Mon cœur s'est serré. « Papa, regarde !» J'ai suivi son regard, j'ai compris instantanément. « Va !» ai-je dit. Marie a attrapé le panier à pain intact de notre table, puis a fouillé ma veste et a sorti mon portefeuille. Elle a extrait un billet de 20 €, puis a hésité. « C'est bon? C'est à toi. Fais ce que tu as à faire. » Elle était partie avant que j'aie fini de parler. Le garçon dans l'allée avait peut-être 9 ou 10 ans. Joues creuses, yeux méfiants. Il s'est tendu quand il a vu Marie s'approcher, prête à courir. « Qu'est-ce que tu veux? » Sa voix était rauque, défensive. Marie s'est arrêtée à quelques mètres, tendant le pain et l'argent. « Rien. Juste, quelqu'un m'a aidé une fois quand je n'avais rien. » Elle a posé la nourriture sur une parcelle de béton propre. « Maintenant, c'est mon tour. » Le garçon l'a fixé, ses vêtements propres, ses cheveux brossés, l'étoile argentée s'étilant à son cou. « Pourquoi tu te soucies de moi? » Marie a souri, un sourire qui contenait des souvenirs de faim, d'obscurité et de survie. « Parce que j'étais toi il n'y a pas si longtemps. » Elle s'est retournée et est partie, laissant la nourriture derrière elle. Le garçon a attendu qu'elle soit partie, puis lentement, il a tendu la main vers le pain. Je me tenais à l'entrée du restaurant, regardant ma fille revenir. La fierté a gonflé ma poitrine, un sentiment que je n'avais jamais connu avant elle. « Tu es comme moi maintenant, » ai-je dit alors qu'elle m'atteignait, à aider les vagabonds. Marie a secoué la tête. « Non, je suis comme moi et ta fille. » J'ai ri, un vrai rire, rare et sincère, et j'ai pris sa main. Nous avons marché ensemble dans les rues de Marseille, deux silhouettes contre la lumière du soir qui s'estompe. L'une grande, l'autre petite. Toutes deux brisées autrefois, toutes deux en train de guérir maintenant. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Et d'autres fois, le doute s'insinue, ce petit ver qui me ronge. Ai-je fait le bon choix? Est-ce que ce chemin qu'on a pris, c'est le bon? Il y a des jours où je la regarde rire, cette gamine, ma fille, et mon cœur déborde. Et d'autres, je me souviens d'où je viens, de la violence, et j'ai peur de ce que l'avenir nous réserve. Probablement un peu des deux, vous savez. C'est ça la vie, non? Rien n'est jamais vraiment évident. Rien n'est parfait. Mais c'est notre histoire, à nous. Et ça compte.